Donc, on va commencer le dossier 1 de la première conférence d'ORL. Donc, le premier dossier, ça sera un monsieur donc, de 55 ans, monsieur K, qui arrive aux urgences pour une épistaxis droite, apparue spontanément en début d'après-midi. Malgré la compression bidigitale réalisée par les pompiers, le saignement persiste. Il s'agit du premier épisode, donc c'est la première fois que ça lui arrive. À l'interrogatoire, il n'y a aucun antécédent particulier personnel, en dehors de céphalées apparues depuis quelques mois qu'il calme avec un peu d'aspirine. Donc, à chaque fois qu'on lit un dossier, il faut toujours écrire à côté de l'énoncé les choses auxquelles on pense. Donc là, on voit dès le premier paragraphe qu'il y a un saignement et que le patient il prend de l'aspirine depuis quelques temps. Donc, premier réflexe, arrêter l'aspirine. Donc, cherchez s'il prend de l'aspirine, de l'héparine ou des AVK. Là, vous écrivez directement sur le côté que dès la première prise en charge, il faudra arrêter l'aspirine. Il est menuisier, il fume un paquet de cigarettes par jour depuis son service militaire. Idem, premier réflexe, quelqu'un qui fume, il faudra l'inciter pour arrêter de fumer, voire même l'obliger à arrêter de fumer, si ça peut porter atteinte à sa santé. Aucun traumatisme récent n'est signalé. Dans sa famille, son père et son oncle paternel sont hypertendus, donc lui aussi a plus de risques d'être hypertendu que le reste de la population générale. Le patient vous dit avoir ressenti brutalement des maux de tête quelques heures auparavant. Donc là, il a pris de l'aspirine en l'occurrence, donc bien l'arrêter comme on a dit, puis le saignement du nez est apparu. À l'examen clinique, vous retrouvez une épistaxis antérieure modérée. Le patient se plaint de céphalées, de bourdonnements d'oreilles, de sensations pseudo-vertigineuses. Les constantes sont les suivantes, donc une fréquence cardiaque normale. La tension artérielle 190-115, donc elle est élevée, aussi bien la diastolique que la systolique. La température est normale, la fréquence respiratoire elle est normale parce qu'elle est inférieure à 20 par minute. La glycémie capillaire est de 1,05 g par litre, donc normale aussi. Vous estimez la perte sanguine environ 100 ml depuis l'arrivée aux urgences, donc ce qui confirme l'aspect modéré de l'épistaxis. Donc question 1, quel est votre diagnostic et quelle est votre prise en charge thérapeutique initiale détaillée? Donc là, en l'occurrence, on sait qu'il vient pour une épistaxis antérieure modérée. Devant toute épistaxis, il faut essayer de chercher une cause. Donc si la cause est évidente dans le texte, on la cite. Si on ne le sait pas, on donne une cause probable. Et si il n'y a aucune cause probable, à ce moment-là, on se limite à dire que le diagnostic est une épistaxis d'origine inconnue pour le moment. Mais là, ce qui est évident, c'est qu'il y a une hypertension. Et c'est l'une des causes la plus fréquente. C'est même la cause la plus fréquente d'épistaxis, en dehors des traumatismes. Donc c'est l'épistaxis due à l'hypertension artérielle, à une crise aiguë hypertensive. Donc là, c'est une épistaxis symptomatique d'une crise aiguë hypertensive, parce que la tension artérielle systolique elle est supérieure à 180 et la diastolique à 110. Et cette crise hypertensive, elle est sans retentissement viscéral. Pourquoi elle est sans retentissement viscéral? Ce qui est très important, c'est savoir est-ce que cette crise hypertensive est grave ou pas grave. Donc pour ça, il y a une conférence de consensus qui a été réalisée en 2002 pour savoir comment juger de la gravité d'une crise aiguë hypertensive. Donc d'après les conférences de consensus, on a des signes de gravité. Selon les signes de gravité, la prise en charge sera différente. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de signe de gravité, il faudra laisser le patient au repos, reprendre la tension et ensuite voir s'il y a nécessité de donner un traitement par voie orale. Mais s'il y a des signes de gravité, il faudra donc traiter en urgence cette poussée hypertensive par des antihypertenseurs d'action rapide, soit par voie orale, soit par voie intraveineuse. Donc les signes de retentissement viscéraux, donc je vous cite la conférence de consensus, c'est tout simple. Les principaux signes de retentissement, ce seront soit des signes cardiovasculaires, soit des signes neurologiques. Donc dans la conférence de consensus, donc, je vous incite fortement à la lire. Donc pour ça, vous connaissez le bouquin de conférence de consensus aux OCN, donc dans le tome 1. Dans la partie urgence, les signes de gravité seront soit des signes cardiovasculaires, soit des signes neurologiques. Donc les signes de gravité au niveau cardiovasculaire sera soit un œdème pulmonaire, une douleur au thorax, ou au niveau neurologique, une baisse de l'acuité visuelle, des convulsions ou un déficit neurologique. Donc si on a ces signes de gravité, on va traiter en urgence, selon l'atteinte. Parce que si c'est un OAP, c'est-à-dire un œdème pulmonaire, là on va donner des diurétiques. Si c'est une douleur thoracique, il faudra penser à une dissection aortique et là on donnera un traitement antihypertenseur et des antalgiques. Donc selon l'atteinte, selon le signe de gravité, on va traiter de manière spécifique.
Mais il est très bien spécifié dans la conférence de consensus, ça c'est très important, qu'il y a certains signes que nous allons trouver associés à cette crise aiguë hypertensive, mais qui ne sont pas des signes de gravité. Et ces signes-là, ils sont présents dans le texte, mais ils ne sont pas graves. C'est-à-dire, d'une part, les céphalées, les bourdonnements d'oreilles et les sensations pseudo-vertigineuses. Donc ça, ce ne sont pas des signes de gravité, il n'y a pas d'évolution défavorable en présence de ces signes. Donc la prise en charge, elle est toute simple, il ne faut pas s'exciter sur les chiffres tensionnels, donc on n'a pas besoin de donner des antihypertenseurs rapidement. La seule chose à faire, c'est de calmer le patient, le reposer, reprendre la tension 1 heure ou 2 heures après et voir comment ça évolue. Si la tension elle est normale, on va dire au patient de revoir son médecin généraliste et lui donner soit directement, dès le début à la sortie des urgences, un traitement antihypertenseur, soit voir avec son médecin généraliste pour qu'il lui donne un traitement antihypertenseur. En effet, si la tension s'est normalisée complètement, on va le rassurer. Si elle ne s'est pas normalisée, là on lui donnera un traitement antihypertenseur par voie orale, d'après les recommandations habituelles de l'hypertension. Donc c'est très intéressant comme dossier parce qu'on nous incite dès le départ à trouver la cause et à réfléchir sur la cause de l'épistaxis. Et comme d'habitude, il faudra toujours traiter la cause. Traiter l'épistaxis sans traiter la cause, c'est inutile. Donc là, la première chose à faire, en plus de traiter l'épistaxis, c'est de traiter la cause. Et pour traiter la cause, il faut la connaître. Donc là, j'ai mis -10 pour celui qui mettait un traitement antihypertenseur d'emblée, parce que ça, c'est des attitudes anciennes et qui ne sont plus les attitudes à avoir actuellement. Ensuite, l'épistaxis, c'est simple. Comme c'est une épistaxis qui n'est pas très grave, il faudra donc calmer le patient, le moucher, parce que si on ne le mouche pas, il y aura des caillots qui vont se former et les caillots vont entretenir donc l'épistaxis. Donc, il faut le mettre en position assise, le moucher pour évacuer tous les caillots qui peuvent entretenir l'hémorragie et ensuite faire un geste d'hémostase. Ce geste d'hémostase, donc, c'est le but de comprimer, de tamponner l'artère qui saigne. Donc, avant de le faire, on va donner quand même quelque chose qui est anesthésiant et qui permet de vasoconstricter les artères. Donc, c'est la xylocaïne, la fazolinée. Et un méchage antérieur qu'on va garder pendant 48 heures. Ce qui est important à connaître pour les épistaxis, c'est les mèches qui sont résorbables et les mèches qui ne sont pas résorbables. Donc ça, vous le voyez dans vos cours, l'indication des mèches résorbables, c'est chez les gens chez qui on ne veut pas retirer la mèche dans 48 heures. Parce qu'au moment où on va retirer la mèche, le risque, c'est que ça ressaigne. Et quels sont ces gens-là à qui on va mettre des mèches résorbables? C'est les gens qui vont saigner plus facilement. C'est-à-dire les gens qui sont sous aspirine au long cours, sous AVK, sous héparine, les gens qui ont une hémopathie ou une hémophilie. Donc ces gens-là, le risque, c'est le jour où on va retirer la mèche que ça saigne. Donc on va leur mettre une mèche résorbable qu'on n'aura pas besoin de retirer, qui va se résorber toute seule. Lui, il n'a pas tous ces il prend pas de l'aspirine au long cours, même s'il en prend quelques fois pour ses maux de tête, mais il n'a pas de problème d'hémostase ou autre chose, donc on va lui mettre une mèche normale. Ensuite, l'antibiothérapie, ça c'est à discuter, ça dépend. Le but, c'est de prévenir la sinusite. Ça dépend des habitudes de chacun, il n'y a pas de consensus dessus. Enfin, ne jamais oublier la raison pour laquelle un patient vient. Ici, il vient pour une épistaxis, mais il a aussi mal à la tête. Donc, traiter la douleur, traiter les céphalées par des antalgiques et surtout, arrêter l'aspirine. Donc, traiter les céphalées par du paracétamol, mais autre chose que de l'aspirine. Et ensuite, voilà, il y aura surveillance, efficacité, tolérance, comme d'habitude. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième question, quelles sont vos ressources thérapeutiques si l'épistaxis persiste? Donc là, on a une épistaxis qui est antérieure, c'est-à-dire une épistaxis qui est par la fosse nasale. Donc là, on va faire un schéma. Donc là, si on a les cornets, l'épistaxis, là, ça saigne en avant. Le risque, c'est que l'épistaxis soit encore plus abondante et saigne encore en arrière. Donc là, c'est la rhinorrhée postérieure. Et ça, on le voit quand on demande à la personne, donc là, il y aura la bouche. Quand on demande à la personne d'ouvrir la bouche, et au fond, dans la gorge, on va voir le sang au niveau du pharynx. Donc là, c'est la rhinorrhée postérieure. Donc ce serait à la fois antérieure et postérieure. La première chose qu'on va faire, comme on a dit tout à l'heure, c'est le méchage antérieur. Donc on va mettre une mèche ici. Donc on va tamponner, on va mettre une grosse mèche là, avec un petit fil là, et qu'on va retirer au bout de 48 heures. Si c'est non résorbable, si c'est résorbable, on la laisse. D'accord. Donc si ça persiste et que ça s'aggrave, là il faut hospitaliser le patient. Donc, comme d'habitude, on traite la cause, donc l'hypertension artérielle, et on va faire un
Donc on va retirer la mèche antérieure, on va mettre un ballonnet. Le ballonnet, c'est la même chose, c'est-à-dire on va mettre, je vais vous faire un autre schéma pour voir tout simplement. Donc là, on a notre nez ici. On va mettre un ballonnet qui va arriver jusqu'à là. Et ce ballonnet, il y aura, en fait, souvent c'est les sondes à double ballonnet qu'on met le plus souvent. Un ballonnet ici et un ballonnet là. Donc on rentre la sonde avec les ballonnets qui sont dégonflés. Dès qu'on l'a introduit, on gonfle chaque ballonnet. Celui-ci, on va le gonfler. Il va se gonfler, donc il va occuper toute la place. Et celui-ci aussi, c'est un ballonnet qui est postérieur. Donc qui va empêcher le sang de couler en arrière. Et le deuxième ballonnet qu'on va gonfler, c'est un ballonnet en antérieur. Donc on va les gonfler ici avec de l'eau. En gonflant avec de l'eau, on va gonfler ce ballonnet-là et ce ballonnet-là en arrière. Et un qui va empêcher le sang de couler en avant. Donc le sang, il sera bloqué ici. D'accord? Donc un ballonnet postérieur et un ballonnet antérieur. Donc ça, c'est une sonde à double ballonnet. Soit on fait un tamponnement postérieur associé à un tamponnement antérieur, c'est ce qui se fait de moins en moins parce que c'est plus difficile techniquement. Donc on laisse une mèche antérieure et on met aussi une mèche postérieure, ça c'est plus difficile. Donc s'il y a une persistance du saignement, on va retirer la mèche antérieure que je vous ai dessiné tout à l'heure, on mettra une sonde à double ballonnet. Un ballonnet postérieur et un antérieur pour bloquer les saignements, empêcher le saignement à la fois postérieur et antérieur. Donc on va cloisonner la zone qui saigne. Si ça persiste malgré ça, à ce moment-là, on aura recours soit à la chirurgie, soit à la radiologie interventionnelle. Donc, soit on va coaguler par voie endoscopique, c'est-à-dire on va trouver l'artère qui saigne ici ou là par une sonde endoscopique et on va la coaguler. Soit on embolise par voie artérielle. C'est-à-dire qu'on va monter un cathéter au niveau des carotides et on va envoyer des petits coils qui vont boucher l'artère qui saigne. Ça, c'est pour les artères sphénopalatines. Pour les artères ethmoïdales, donc qui sont plus hautes, l'ethmoïdale antérieure ou postérieure, on est obligé de coaguler par voie chirurgicale. On ne peut pas faire de radiologie interventionnelle parce que le risque, c'est d'envoyer des coils au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'un petit coils, ça s'écrit comme ça. Donc COIL-S au pluriel. Pourquoi? Parce que ça dépend de la carotide interne, les artères ethmoïdales. Donc le risque, c'est que ça n'aille pas dans la carotide, dans les artères ethmoïdales, mais que ça parte carrément dans le cerveau et que ça provoque donc des emboles dans le cerveau et carrément un AVC. Donc ça, c'est les étapes. Première chose, tamponnement antérieur. Si ça ne marche pas, sonde à double ballonnet. Si ça ne marche pas, ça dépend de l'artère qui saigne. Si c'est les artères sphénopalatines, on fait soit une chirurgie, soit on embolise par voie radiologique, par radiologie interventionnelle. Et si c'est les artères ethmoïdales, on fait que la chirurgie qui est possible. Donc on coagule avec une pince bipolaire. Et le traitement associé, donc ne pas oublier, traiter le choc hémorragique. Parce que si ça saigne beaucoup, il y aura une perte de sang très importante, il y aura un risque d'anémie mal toléré, donc il faudra traiter le choc hémorragique, voire transfuser le patient. Sans oublier les mesures associées d'antalgiques et d'antibioprophylaxie. Là, il faudra mettre une antibioprophylaxie parce que le risque, là, il y aura aussi le risque de sinusite qu'il faudra prévenir. Donc là, vous avez très bien compris comment faire un tamponnement antérieur et un tamponnement antérieur et postérieur avec une sonde à double ballonnet. Donc on gonfle le ballonnet postérieur et antérieur, sachant que quand on rentre la sonde, les ballonnets ne sont pas gonflés. Voilà, question 3. Donc là, on a traité à la fois l'épistaxis et l'étiologie de l'épistaxis, qui était l'hypertension artérielle, et voire même la complication de l'épistaxis qui peut être le choc hémorragique. Question 3. Donc en fait, vos premiers soins sont rapidement efficaces, donc on n'était pas dans la situation catastrophique qu'on s'imaginait, et la tension se normalise. Le patient repart chez lui satisfait de votre prise en charge. 4 ans plus tard, alors que vous êtes devenu donc ORL, chirurgien ORL, ce même patient vous consulte pour des épistaxis. Il souhaite une cautérisation. Une cautérisation, c'est-à-dire que vous allez cautériser la partie qui saigne fréquemment avec un cautère, quelque chose qui permet de chauffer. Car les saignements sont récidivants toujours du côté droit. Donc là, c'est toujours du côté de la nasale droit. Il vous décrit une baisse de l'odorat ainsi qu'une obstruction nasale du côté des saignements. Donc que des signes unilatéraux. J'ai oublié de vous dire aussi, quand vous voyez le mot menuisier à l'internat, il y a forcément des métiers qui doivent vous faire penser à des pathologies. Donc le mot menuisier, surtout dans un dossier d'ORS, ça doit vous faire penser directement à un cancer de l'ethmoïde et un type particulier de cancer,
c'est l'adénocarcinome. Donc ils sont plus sujets, les travailleurs du bois sont plus sujets à faire des adénocarcinomes que le reste de la population, à tel point que c'est reconnu comme une maladie professionnelle. Donc il prend comme traitement du Syntron, acénocumarol et de l'amiodarone en raison d'une ACFA, maintenant on dira plus une arythmie cardiaque, découverte il y a 3 ans. Donc là, premier réflexe encore, saignement et prise d'AVK. Donc faire très attention. Et de l'indapamide, donc du Fludex, qui est un diurétique pour son hypertension artérielle. Encore un autre réflexe, à chaque fois que vous voyez un médicament, un internat, à l'ECN, vous écrivez sur le côté la famille à laquelle appartient ce médicament. Si c'est un IECN, inhibiteur calcique, si c'est un antiépileptique, si c'est un neuroleptique ou autre chose. Très important de noter sur le côté du texte, noter donc à côté du paragraphe, à quoi correspond ce médicament, à quoi et à quelle famille il appartient. Comme ça, vous saurez quelles sont ces indications de ce médicament, quelles sont les contre-indications et quelles sont même les complications, donc les effets secondaires de ce médicament. Vous réalisez une fibroscopie endonasale, c'est-à-dire que vous mettez un petit tuyau au niveau dans la fosse nasale. Ce tuyau, donc, ça permet de visualiser en vision directe ce qu'il y a à l'intérieur, qui vous fait découvrir une masse tumorale au niveau du cornet moyen droit. C'est-à-dire que ici, vous avez le cornet inférieur moyen, là, vous avez une masse au niveau du cornet. D'accord ? Juste au niveau du cornet, vous avez une masse, c'est-à-dire à l'abouchement du méa moyen. Donc au niveau du cornet, vous voyez une masse grâce à la nasofibroscopie. Donc quelle peut être l'origine de cette tumeur et quelle est votre hypothèse diagnostique principale? Allez-vous répondre à sa demande? Sa demande en l'occurrence c'est de cautériser. C'est-à-dire que vous voyez une masse, a priori elle est du côté droit, donc c'est elle qui provoque le saignement, lui il veut que vous la cautérisiez. Est-ce que vous allez répondre à sa demande? Première chose, l'origine de cette tumeur, en fait, c'est-à-dire une origine, je voulais dire, anatomique. C'était ça ma question. C'est-à-dire, d'où provient cette tumeur du point de vue anatomique? Soit elle vient du sinus maxillaire, soit elle vient de l'éthymoïde antérieur. Parce que les deux, ça bouche au niveau du méa moyen. C'est-à-dire qu'à la fois l'orifice du sinus maxillaire et à la fois l'orifice du sinus ethmoïdal vont s'aboucher au niveau du méa moyen. L'hypothèse la plus probable. Donc, quelle est la principale hypothèse? Comme on a dit, saignement unilatéral, obstruction nasale du même côté, trouble de l'odorat, chez un patient de 55 ans qui est menuisier. Donc, le seul vrai diagnostic auquel on doit penser, c'est l'adénocarcinome ethmoïdal droit. Ne jamais oublier le côté. Il faut toujours dire si c'est à droite ou à gauche. Comme en ophtalmo, en orthopédie, ne jamais oublier de donner le côté atteint. Donc, je viens de citer les raisons. Ici, on ne vous demandait pas de donner les arguments. À l'ECN, si on ne vous demande pas de justifier, ne le justifiez pas. Si vous avez peur que ça soit noté, faites-le, mais à la fin du dossier. C'est-à-dire, terminez le dossier, terminez l'épreuve qui dure 3 heures, et revenez au dossier à la fin, et si vous avez le temps. Donc, au départ, il faudra laisser un peu de place. Si vous avez le temps, vous pourrez remplir donc l'espace libre que vous avez laissé en justifiant. Si vous n'avez pas le temps et qu'on ne vous demande pas, ne vous cassez pas la tête. A priori, normalement, ce n'est pas coté. Donc là, je n'ai pas coté la justification. Et bien sûr, il ne faudra pas cautériser, parce que le traitement de la tumeur, ce n'est pas de la cautériser. On ne cautérise pas une tumeur qui saigne. Le véritable traitement d'une tumeur, c'est d'une part de confirmer le diagnostic. Donc il faudra faire une biopsie pour pouvoir avoir un examen histologique. Et ensuite, il faudra la traiter, soit la retirer, soit faire de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Mais la cautériser, c'est une erreur grave parce que ça va provoquer un saignement encore plus important. Donc comment allez-vous confirmer votre hypothèse? Toute tumeur, que ce soit ORL, que ce soit digestif ou autre, il faudra une preuve histologique. On ne traite pas une tumeur sans avoir une preuve histologique, même en hémato et autre chose. Donc le piège ici, vous savez, avant chaque biopsie, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de saignement. Ici, le risque de saignement, il est évident parce que le patient prend des antivitamines K. Donc il faudra faire un bilan d'hémostase et un hémogramme. Il ne faudra pas oublier de gérer les AVK. Donc on va faire une histologie pour avoir la certitude diagnostique, avoir un examen à la patte. Il faudra arrêter les AVK et faire un relais par héparine. Donc le relais par héparine, on fera la biopsie après avoir arrêté l'héparine. Quelques heures après, on reprendra l'héparine et on reprendra les AVK. Donc là, c'est une question classique, mais auquel il ne faut jamais oublier. Jamais oublier, surtout quand c'est des biopsies pulmonaires ou autre chose. Toujours faire l'hémostase, vérifier l'hémostase et vérifier
qu'il n'y a pas de risque de saignement. Comment allez-vous donc évoluer le retentissement et l'extension de cette tumeur? Donc ça, c'est aussi une question classique pour toute tumeur. Lorsqu'on demande le retentissement et l'extension, il faudra toujours le faire de manière systématique. D'une part, l'interrogatoire, l'examen physique, et ensuite les examens complémentaires. Donc le but, c'est d'évaluer la tumeur localement, quel est son envahissement. Ensuite, du point de vue général, c'est-à-dire voir les ganglions, voir les ganglions surtout cervicaux. Et ensuite, ça c'est du point de vue loco-régional, et du point de vue général, ça sera vérifier à la fois s'il n'y a pas de métastase pulmonaire, hépatique et osseuse, ou voire même cérébrale. Donc ça sera toujours la même chose, toujours le même schéma pour toutes les tumeurs, que ce soit en ORL ou dans une autre matière. Donc là, dans l'interrogatoire, ce sera souvent l'altération de l'état général. Donc c'est les 3 A. Donc ça, tout le monde le connaît, je le répète. Donc c'est A comme asthénie, notre A comme anorexie, et le troisième A comme amaigrissement. Donc là, c'est la règle des 3 A qui donc définit l'altération de l'état général. Et rechercher aussi des signes de métastase. Les signes physiques, donc au point de vue loco-régional, c'est un examen ophtalmo. Ne jamais oublier l'examen ophtalmo en ORL, que ce soit un cancer du cavum ou que ce soit un cancer de l'ethmoïde. Pour le comprendre, en fait, je vais vous faire un schéma pour voir les sinus de la face. Je vais vous faire un schéma qui va vous faire comprendre pourquoi on doit toujours voir les... je vais vous faire un schéma assez basique. Là, on aura la cloison nasale. Là, vous aurez l'ethmoïde. Là, vous aurez les yeux. Ici, vous aurez sinus maxillaire. Donc, cloison nasale qui descend jusque-là. Ici, vous aurez les cornets. Là, il y a les cornets. Donc, ils sortent par ici plutôt. Ça, c'est une erreur. Donc, vous voyez que s'il y a un adénocarcinome au niveau de l'ethmoïde, ici, le risque, c'est que ça envahisse la partie interne de l'œil, la paroi interne de l'œil. D'accord ? De la même pour le cavum. Le cavum, au niveau du nez, c'est ça. Donc là, on redessine le nez, le profil. Le cavum, c'est cette partie-là. C'est la partie postérieure des fosses nasales. Donc ça, c'est le cavum. Ou le rhinopharynx. Là, on a l'oropharynx, la bouche, l'hypopharynx en dessous, et au-dessus, la partie du pharynx, donc au niveau du nez, qui s'appelle le rhinopharynx. Le rhinopharynx, c'est la même chose que le cavum. C'est le même nom donné au cavum. Donc de la même manière, le cavum, lorsqu'il y a une tumeur du cavum, il faudra vérifier à la fois la partie orbitaire, ophtalmologique, et le cavum aussi, le risque c'est que ça s'étend en arrière à la base du crâne. Donc cavum, c'est le rhinopharynx, et ici vous voyez les sinus ethmoïdaux, où il y a un risque d'extension ophtalmologique. Voilà. Donc ça vous explique facilement les risques de ces cancers, à la fois l'adénocarcinome de l'ethmoïde et le cancer du cavum. Donc l'examen ophtalmo et l'examen neurologique. Ensuite, comme d'habitude, chercher des adénopathies, des métastases à distance, pulmonaires, hépatiques, osseuses et cérébrales. Tout est détaillé dans la correction, vous pourrez la lire tranquillement. Donc ça, c'est l'examen après l'interrogatoire, c'est-à-dire l'anamnèse et l'examen physique. Maintenant, passons aux examens complémentaires. Toujours la même chose, on commence par le loco-régional. Ce sera souvent en ORL un scanner et une IRM. Et quand vous dites faire un scanner et un IRM, toujours spécifier la partie du corps que vous examinez. Est-ce que c'est la face? Est-ce que c'est les sinus? Est-ce que c'est le crâne? Est-ce que c'est le cerveau ou autre chose? Donc TDM, IRM de la face, des sinus à la base du crâne, du cerveau. Scanner cervical, mais bon, ça ne donne pas beaucoup d'adénopathie, l'adénocarcinome de l'ethmoïde. Ensuite, à distance, en première intention, ça sera une radio du thorax. Si on veut faire un scanner, ça sera en deuxième intention.
Le meilleur examen pour rechercher des métastases hépatiques, ce n'est pas le scanner, mais l'échographie. Ça, c'est prouvé. Donc, lorsque vous cherchez une métastase hépatique, le meilleur examen, c'est l'échographie et pas le scanner. Et ensuite, selon les signes fonctionnels, toujours dire que le reste des métastases sera recherché en fonction des signes fonctionnels. Il y a un bilan ophtalmologique avec un test de Lancaster pour voir s'il n'y a pas une paralysie. Ici, en l'occurrence, la paralysie, ça pourrait être une paralysie du droit interne. Voilà. Donc là, vous avez la photo. Vous voyez bien une masse à cet endroit-là, à droite, une masse qui occupe tout l'ethmoïde, c'est-à-dire ici sur la photo avec le petit astérix. Donc là, je vous demandais d'interpréter cet examen. Quand on interprète l'examen, première chose, dire quel est cet examen, si c'est un scanner, une IRM. Ensuite, dire quelle est la partie examinée. Enfin, donner la coupe. Donner le type de coupe et surtout aussi dire à quel niveau se trouve la coupe. Donc là, c'est une IRM du massif facial. C'est une IRM, donc c'est visible. L'os, il n'est pas blanc comme il pourrait être dans le scanner. Les tissus mous, ils sont ces caractéristiques d'une IRM. Du massif facial en coupe frontale. Donc comme ici, une coupe frontale. Ici, je rajoute les sinus frontaux seraient ici. Donc là, on aurait les sinus frontaux. Donc vous avez les sinus frontaux, ethmoïdaux et maxillaires. Donc je vous incite à revoir vos schémas et votre anatomie. Et le sinus phénoïdal, il est en arrière, ici, au niveau de la selle turcique. Donc là, c'est en coupe frontale. Donc on sait que c'est une IRM. De quelle partie du corps? Du massif facial. Quelle est la coupe? Une coupe frontale. Et par où passe la coupe? Elle passe par les sinus ethmoïdaux comme sur le schéma. La séquence T1, ça c'est autre chose, c'est plus difficile à dire, surtout pour les IRM au niveau facial. Là, on ne vous le demandez pas. Pour les IRM cérébrales, il faut que vous le sachiez. Donc, quand vous ne savez pas interpréter une imagerie, mais vous savez ce qu'on vous demande, à ce moment-là, récitez par cœur votre cours. Vous savez que ça va tomber dessus. Là, vous savez que c'est une masse de l'ethmoïde. Même si vous n'avez pas à reconnaître quelle est la différence entre l'ethmoïde, du maxillaire, de l'orbite, vous savez que c'est un adénocarcinome de l'ethmoïde, donc vous balancez par cœur votre cours, vous allez avoir juste, forcément. Donc là, c'est une lésion hétérogène au niveau de l'ethmoïde, sinus ethmoïdal droit, ne jamais oublier le côté, avec une extension à la base du crâne. Une extension à la base du crâne, ici on le voit sur le schéma, c'est-à-dire que la masse, elle occupe tout ça et elle va à la base du crâne ici. Et vers l'orbite aussi à droite, donc ça s'étend un peu aussi ici. Donc toute la masse, elle est là, elle va un peu à la base du crâne et vers l'orbite. Voilà, donc ça, faites attention. Pas se limiter à dire que c'est une masse, mais aussi dire s'il y a une extension. Donc ça, c'est l'atteinte loco-régionale. En plus, une déviation vers la gauche de la cloison nasale. Bon, ça, c'est anecdotique. Et enfin, toujours, et ça, beaucoup de gens l'oublient, alors que c'est idiot, parce que c'est la seule chose qu'on regarde lorsqu'on reçoit un examen complémentaire. Souvent, on ne regarde pas toute l'interprétation, mais on regarde souvent la conclusion. Donc, quand vous interprétez un examen, faites-en l'interprétation complète, mais surtout, n'oubliez pas la conclusion. Quand vous serez interne et qu'on vous enverra un scanner, vous n'allez pas lire toute l'interprétation. Vous allez vous concentrer sur la conclusion immédiatement parce que vous n'aurez jamais le temps de regarder tout. Donc la conclusion, vous aussi, quand vous l'interprétez, donnez-la. Donc tout ça, c'est en faveur d'un adénocarcinome de l'ethmoïde droit. Question 7. Donc au terme de vos explorations, vous ne trouvez ni adénopathie ni métastase à distance. Donc c'est une tumeur qui n'est pas si grave que ça. C'est-à-dire qui n'est pas très étendue. Quelle information donnez-vous au patient et quelle stratégie thérapeutique allez-vous lui proposer? Donc ça, c'est les nouvelles questions ECN, informations à donner aux patients, qui sont très importantes. Vous le verrez dans votre vie quotidienne en tant que médecin. Ça fait partie à la fois du traitement, l'information du patient. Donc mieux il est informé, plus le traitement sera efficace et plus il va adhérer au traitement. Donc première chose, quand l'information sera toujours la même, que ce soit pour une tumeur ou pour une maladie chronique, comme un diabète ou une sclérose en plaques ou une maladie de Crohn, il faudra toujours prononcer le mot de la maladie et expliquer qu'est-ce que la maladie. Donc là, il ne faudra pas hésiter de dire dès la première consultation que c'est une tumeur. Donc il faudra prononcer ce mot pour mettre le patient
dans une bonne relation médecin-malade et qu'il ait médecin-patient et qu'il ait confiance en vous, qu'il ne sente pas que vous lui cachez les choses. Donc, après avoir prononcé ce mot et après lui avoir expliqué, immédiatement lui expliquer les options thérapeutiques. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous avez une maladie grave, mais on a des traitements, on a des possibilités thérapeutiques. Ne pas le laisser comme ça à abandon. Donc, ça va permettre de le rassurer immédiatement. Donc, vous avez une maladie grave, mais on a des traitements. Et lui expliquer les traitements tranquillement avec les bénéfices, les effets secondaires, pourquoi on va lui proposer ça plutôt qu'autre chose. Et enfin, lui dire qu'on ne va pas le laisser dans la nature. C'est-à-dire que c'est bien, on vous traite, mais on va vous surveiller aussi. Donc, les 3 parties les plus importantes dans l'information, c'est donner, d'une part, une information sur la maladie. Quelle est cette maladie? Quelles en sont les complications? Quelles en sont les probables évolutions? Deuxième chose, les options thérapeutiques. Vous avez une maladie grave, mais on a des traitements. Et troisième chose, on ne vous laisse pas dans la nature, on ne vous abandonne pas. On va vous suivre longtemps, même parfois à vie, pour cette maladie et pour vos traitements. Donc, c'est les 3 choses les plus importantes. La maladie en elle-même, les possibilités thérapeutiques et la surveillance, le suivi. Donc, ça sera le même type de réponse pour toutes les questions, informations aux malades, lorsque c'est des informations concernant la maladie. Ensuite, on pourra vous donner des informations concernant un traitement ou concernant un examen complémentaire. Par exemple, quelqu'un qui va passer une coloscopie, une fibroscopie, il faudra lui expliquer qu'est-ce qu'est la coloscopie, pourquoi on l'a fait, quels en sont les intérêts et quelles en sont les complications. Donc, réponse type pour une information au malade concernant sa maladie, c'est lui donner les informations sur sa maladie, prononcer le mot, même si c'est des mots qui peuvent le faire peur, mais le rassurer immédiatement après en lui disant qu'on a des possibilités thérapeutiques et enfin, lui parler du suivi et de la surveillance. La prise en charge thérapeutique, donc ça c'est une question de cours, c'est simple. Un mot-clé à sortir tout le temps, c'est la prise en charge pluridisciplinaire. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas trop en abuser, mais ça c'est vraiment le cas. Tout cancer sera pris en charge par des oncologues, des radiothérapeutes, des chirurgiens, des psychologues, des diététiciens et tout ça. Donc la lésion, en l'occurrence, ça sera une chirurgie d'exérèse, il faudra la retirer par voie ORL et par voie neurochirurgicale, avec une radiothérapie post-opératoire. Donc ici, les mesures associées très importantes à ne pas oublier. Toutes les maladies graves, les cancers, sont prises en charge à 100%. Là, il y avait une chose à ne pas oublier aussi, c'était comme il est menuisier, il faut traiter la cause entre guillemets de la maladie qui est l'exposition au bois. Et enfin, ce qui est très important, c'est 2 choses très importantes qu'il faudra toujours faire, une prise en charge psychologique et une reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Donc ça nous amène à la question numéro 8, qui est la dernière question. Donc, quelle démarche administrative le patient ne doit-il pas oublier d'entreprendre et quelles en sont les modalités détaillées? Donc là, c'est une question typique de fin de dossier que vous allez souvent trouver dans vos annales des ECN, donc, qui existent depuis 2004, les maladies professionnelles. La réponse, elle est simple. Il y a toujours 4 acteurs. Les 4 acteurs, c'est le patient lui-même, c'est-à-dire le malade, l'employeur, vous, c'est-à-dire vous en tant que médecin, et la caisse primaire d'assurance maladie. Donc dès que vous avez ces 4 cases, dès que vous avez une question maladie professionnelle ou accident de travail ou autre chose du même genre, ça sera les 4 acteurs. Et chacun doit fournir des documents. Vous, ça sera toujours un certificat médical, initial ou terminal ou autre chose. L'employeur, il faudra toujours qu'il justifie que l'employé travaille chez lui. Donc il va toujours donner une fiche de paye. Donc ça, c'est très simple. La caisse primaire d'assurance maladie, elle va recevoir les papiers et elle va vérifier la réalité des faits. Et la victime, elle devra toujours présenter les certificats médicaux que vous lui avez remis dans un délai particulier. Donc ça, c'est des questions de cours auxquelles il ne faut pas perdre de points et qui font la différence souvent à la fin des dossiers. Donc là, vous lirez tranquillement. La victime, elle devra faire la déclaration et devra redonner à la caisse primaire d'assurance maladie un formulaire spécifique. L'employeur, il doit donner l'attestation de salaire, comme on a dit, et le praticien doit donner un certificat médical en 4 exemplaires. Donc c'est facile, c'est 4 acteurs et chaque acteur doit donner une justification. Certificat médical pour le patient. L'employeur, donc une attestation de salaire, c'est logique, il n'y a rien de plus logique. Le patient lui-même donc, doit ramener les justificatifs, tout ça à la caisse primaire d'assurance maladie dans un certain délai. Ici, c'est sous 15 jours. Et la caisse primaire d'assurance maladie, elle fait une enquête, elle s'assure de la réalité des faits. Voilà, donc il n'y a pas de question plus simple. Je vous rappelle à la fin
Les conférences de consensus, donc la poussée hypertensive de l'adulte, la prise en charge de la poussée hypertensive de l'adulte de 2002, et une recommandation qui est régionale, qui n'est pas nationale, la recommandation pour la prise en charge des patients porteurs de tumeurs de la tête et du cou de juillet 2001. Voilà, donc ça, un dossier très important, transversal. C'est vrai que c'est un peu difficile en début de D3, si vous êtes en début de D3, mais qui est vraiment très très proche de la réalité, qui a un dossier réel et qui peut facilement tomber à l'ECN. Donc épistaxis sur poussée hypertensive, ainsi que épistaxis dans le cadre d'un adénocarcinome de l'ethmoïde.